Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonsoir et merci de nous retrouver encore ce soir sur le plateau de YouStop. En Afrique anglophone, on parle de strictisme. En Côte d'Ivoire, on parle de microbes. Vous l'aurez compris, ces termes sont utilisés pour parler des enfants de la rue. L'ONU estime qu'environ un enfant sur 4 en Afrique se retrouve en situation de rue. Et en circulant dans les rues de Lomé, il n'est pas rare de rencontrer ces enfants au feu rouge ou au grand carrefour. Face à l'ampleur de la situation, la CEJU s'est intéressée sur la question. Comment comprendre la problématique des enfants en situation de rue en Afrique? Pour en discuter ce soir, je reçois sur ce plateau le docteur Ousmane Diarra, juriste consultant et coopérant volontaire du Bureau international des droits de l'enfant, l'IBCR. Bonsoir docteur. Bonsoir. Je reçois également M. Koudjo Gadje, directeur exécutif de l'association Le Collectif pour le développement intégral de l'enfant et de la jeune fille à Séguet. M. Koudjo, bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir à tous. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par poser la première question qui concerne la clarification conceptuelle. Docteur Ousmane Diarra, qu'est-ce qu'on entend par enfant? Qu'est-ce qu'un enfant, selon la loi? Alors, merci Andrea. Bonjour encore une fois à nos chers internautes. Je voudrais préciser juste quelque chose par rapport aux discussions internationales. De manière générale, l'enfant est considéré comme étant une personne, un être humain qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Alors, selon les différents textes, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, cette disposition donne quelques assouplissements, c'est-à-dire qu'un enfant, c'est une personne âgée de moins de 18 ans, sous réserve des dispositions nationales, c'est-à-dire qu'au niveau national d'un pays, la disposition, il peut arriver qu'on puisse fixer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, disons, un âge émancipé. Alors, par rapport à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative à la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant, l'enfant est considéré comme étant une personne qui n'a pas 18 ans révolus. Et cette même définition, on le retrouve dans le Code de l'enfant du Togo de 2007. Voilà. C'est cette précision que je voulais. Merci docteur pour ces différentes clarifications au niveau de la notion de l'enfant selon la loi. Monsieur Koudjo Gadje, c'est quoi un enfant de la rue? Je sais qu'il y a une différence entre un enfant de la rue, un enfant à la rue et un enfant dans la rue. Merci beaucoup Andrea. Je voudrais revenir un peu sur les précisions du docteur. Et juridiquement parlant, c'est de cette façon qu'on définit un enfant. Et souvent, moi j'ai l'habitude de dire également que si nous contextualisons cette définition en prenant en compte nos coutumes, nos traditions, souvent on a tendance également à dire un enfant, c'est cette personne-là qui est toujours à la charge de ses parents, et cette personne-là à qui toujours les parents sont petits, même si la personne n'est pas 18 ans. Ça, c'est par rapport à nos traditions et nos coutumes. Ça, c'était juste une parenthèse que j'ai voulu faire. Maintenant, pour revenir à la question, j'étais en train de vous demander de savoir qu'est-ce qu'un enfant de la rue. C'est ça. Oui, c'est vrai, il y a de ces opérations qui sont là, enfants de la rue, enfants en situation de la rue. Et souvent, moi, j'aime qu'on parle des enfants en situation de la rue. Maintenant, l'enfant de la rue, je veux dire, c'est cette personne-là, cet enfant-là, qui ne fait pas de la rue son domicile, qui ne met pas de la rue, comment dire, tout le temps, mais qui est à un moment donné, et après, il essaie encore de repartir. C'est-à-dire, l'enfant a un chez. Un chez, du coup, la rue, c'est pas son environnement quotidien ou permanent. Voilà, ce n'est pas son environnement permanent. L'enfant a un chez. Et sauf que c'est par rapport à certaines situations ou certaines
certains problèmes, donc si je veux l'appeler comme ça, qu'il se retrouve à un moment donné à ce niveau. D'accord. Merci beaucoup. Docteur, c'est quoi un enfant dans la rue et un enfant à la rue? Oui, comme il a dit tout à l'heure, l'appellation générique utilisée est l'enfant en situation de la rue. Alors, le Code de l'enfant du Togo, en ses articles 282 et 283, donne une définition de ce qu'on appelle enfant de la rue et enfant dans la rue. Alors, l'article 282 considère comme enfant de la rue un enfant qui prend la majeure partie, une bonne partie, qui vit et habite dans la rue. C'est-à-dire que l'enfant, du matin au soir, fait toutes ses activités, il est dans la rue, il vit dans la rue et il habite dans la rue. C'est ce qu'on appelle un enfant de la rue. Alors, l'enfant dans la rue a été défini par l'article 283 du Code de l'enfant du Togo comme étant un enfant qui vit dans la rue, la majeure partie de son temps est passé dans la rue, mais qui se retrouve en famille le soir dans l'après-midi. On va encore plus loin, bon, là le code ne l'a pas défini, mais dans certaines circonstances, on parle d'enfant à la rue. L'enfant à la rue, c'est un enfant qui se retrouve dans la rue de manière temporaire. Comme par exemple, les enfants qui de manière temporaire, voilà, qui ont situation de fou, par exemple, un enfant qui, pour échapper voilà, à la correction des parents, fuit le domicile pendant un certain temps, mais il finira par se retrouver, il peut finir par se retrouver dans la famille. Cet enfant en situation de rue peut être transformé pour devenir un enfant de la rue, parce qu'il y a eu des cas comme ça dans certains pays. D'accord, merci docteur. Alors, des chiffres assez préoccupants. Les Nations Unies estiment qu'il y a environ plus de 120 millions d'enfants qui se retrouvent en situation de rue dans le monde entier et plus de 30 millions se retrouvent en Afrique. Alors ces chiffres sont assez alarmants et moi je voudrais bien savoir un peu quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui sous-tendent ce phénomène et qui encouragent les enfants à aller dans la rue, monsieur Poupou. Merci beaucoup encore une fois pour la question. Juste il faut encore préciser que tous les enfants sont potentiels enfants en situation de maintenant, quand on revient à ces chiffres que vous venez de donner, vous voyez qu'on a attribué à l'Afrique combien? Plus de 30 millions. Plus de 30 millions sur 1 million. Sur 120 millions. 120 millions. Donc ça veut dire qu'on bat le record. Oh, wow, c'est énorme. Les causes sont vraiment multiples. Les causes sont vraiment multiples. Et en première vue, la tendance de soutenir, c'est l'état de pauvreté. Donc c'est cette situation qui fait en sorte que les parents étant dans cette situation de pauvreté et maintenant incapables de pouvoir prendre soin aux enfants, les enfants trouvent leur repère, ils trouvent leur modèle ailleurs, qui n'est autre que dans la rue. Et voilà, du jour au lendemain, vous cherchez l'enfant pour le temps, on se retrouve là où il peut se plaire. Et l'autre chose également, ce sont des violences qu'on fait aux enfants. La plupart du temps, les violences faites aux enfants sont des facteurs qui amènent les enfants à vivre parce que les châtiments corporels qui excessifs, plutôt ce qu'il dit comme ça, sont ces genres de facteurs qui poussent les enfants, puisque déjà l'enfant, après avoir commis une erreur, a été violemment tabassé. Et après, on lui réserve encore d'autres coups dans la soirée ou en début d'après-midi. Maintenant, l'enfant ne pouvant pas supporter ou plus supporter ces genres de coups, cherche plutôt à s'évader. Et voilà, l'enfant se retrouve comme ça dans la rue. Et je me rappelle d'un témoignage, c'était une petite fille et qui disait que non, c'est parce qu'elle avait perdu de l'argent. On l'avait envoyée dans les HED, elle a perdu l'argent.
Elle est revenue, on l'a tabassée, et après on la disait qu'on va encore te corriger. Alors qu'après le châtiment corporel, on ne l'avait pas donné à manger. Donc l'enfant dit que c'est comme ça quand elle a entendu les soupçons de la deuxième correction. Elle s'est échappée, elle a trouvé un véhicule qui voulait allumer et elle s'était accrochée. Voilà, l'enfant se retrouve à l'eau. Maintenant, cet enfant qui quitte depuis le camp pour arriver à l'eau, qui n'a personne ici, vous pensez que cet enfant va venir où? Voilà. Donc voilà les quelques aspects que je peux toucher. Et surtout, il ne faut pas également oublier la question de l'irresponsabilité de certains parents. Oui, ça c'est très important. Et la question également de l'immaturité en fait des jeunes qui très rapidement, par fou de jeunesse, enceintent des filles ou tombent enceintes. Ceux qui se retrouvent parents un peu trop tôt. Voilà, et puis après voilà, la personne est dans les kakis. Les deux sont même en kaki et puis ils mettent au monde un enfant. Un enfant fait un enfant. Voilà, un enfant fait un enfant et voilà dans l'incapacité de pouvoir prendre soin. Le petit trouve mieux de venir posséder dans le monde. Donc il y a plusieurs de ces facteurs qui sont les facteurs économiques, les facteurs sociaux, culturels, tout ça, qui concourent à ce que les enfants ou un enfant se retrouvent. D'accord, ok, merci. Le docteur, déjà à l'entame, lorsqu'il définissait qu'est-ce que c'était un enfant, il a parlé un peu de la charte africaine des droits de l'enfant, la charte africaine relative au bien-être et aux droits de l'enfant. Je voudrais savoir, docteur, en dehors de ce texte-là, en dehors de cette charte, est-ce qu'il y a d'autres textes au niveau africain qui contribuent à la protection des enfants? Et si oui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces textes font l'objet de suffisamment de vulgarisation, de promotion, de manière à ce qu'aujourd'hui l'enfant africain sache qu'au niveau africain, au niveau continental et national, ils se sont protégés? Merci beaucoup. En dehors effectivement de la charte africaine des droits et bien-être de l'enfant, il faut dire qu'il n'existe pas encore de texte contraignant. Aucun contraignant qui a été adopté pour compléter la charte. Mais qu'à ça ne tienne, il y a des directives, il y a, disons, des textes qui relèvent du soft law. Je veux parler, par exemple, des directives en faveur des enfants qui se retrouvent dans le système pénal. C'est une directive, ça n'a pas une valeur contraignante, mais quand même, on incite les États à prendre des dispositions dans ce sens. En dehors de ces directives, il y a également d'autres règles non contraignantes également qui essayent, ça n'a pas une valeur contraignante, mais quand même, on incite l'État à prendre des dispositions dans ce sens. En dehors de ces directives, il y a également d'autres règles non contraignantes également qui essayent véritablement de corriger les imperfections qui ont été constatées ou certains points qui n'ont pas été pris en compte par la charte africaine des droits et bien-être de l'enfant. Alors dites-moi un peu, est-ce qu'au Togo, l'enfant en situation de rue bénéficie de suffisamment de protection juridique? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour protéger cet enfant, ou du moins pour le prendre en charge? Oui, vous voyez, à chaque fois que ce genre de questions arrive, ça fait un peu sourire. Parce que au Togo, il y a des mécanismes, il y a des dispositions, il y a des textes suffisamment bons textes. Ça, nous n'en disconvenons pas. Mais le souci, c'est leur application. Est-ce que ces textes qui sont là, ces mécanismes qui sont là, est-ce que ces mécanismes sont fonctionnels? Est-ce que ces textes sont opérationnels? C'est là même que je dois peut-être orienter la question. Le Togo a des textes, suffisamment de textes. Suffisamment de textes. Le docteur, en parlant, a commencé à citer le code. Il a cité pas mal de textes auxquels le Togo même s'est souscrit. Mais est-ce que c'est opérationnel? Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire que nous avons des textes pour la protection, bien pour protéger l'enfant. Oui, vous avez des textes. Est-ce que ces enfants sont protégés?
concrètement, dans le quotidien de tous Si les vous jours. sortez au dehors, vous allez au niveau du palais du congrès, vous allez sur l'esplanade, vous revenez pour continuer de voir. Et quand vous voyez des enfants qui sont là dans Tahiti, qui sont, je ne sais pas comment dire, Abandonnés à eux-mêmes. qui se démerdent eux-mêmes pour survivre, est-ce que vous allez dire que vous les protégez? En temps normal, s'il y a des mécanismes véritablement qui travaillent, qui sont fonctionnels, qui sont innés, je me dis que ça va être compliqué ou difficile de trouver un plus de 10 enfants dans la rue au Togo actuellement. Mais maintenant, quand vous sortez, vous allez rencontrer plein d'enfants. Et là, ça amène à se demander si on a des mécanismes qui protègent les enfants. Oui, tout le monde en a. Mais la question, c'est l'applicabilité. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les mettre en œuvre? C'est là qu'il faut s'interroger. Est-ce que ce sont, ça va faire un peu rire, est-ce que ce sont les enfants même qui refusent d'être protégés ou c'est parce qu'il y a un manque de volonté quelque part? C'est ça là, le problème. Parce que vous voyez, la question de la protection de l'enfant nécessite énormément de moyens. Financiers. Voilà. Maintenant, si vous ne disposez pas de ces moyens, ça va être compliqué. Mais je pense que le peu de moyens que nous disposons ici au Togo peut nous permettre de protéger les enfants. Parce que vous voyez, actuellement, si vous allez même au lieu de dotation de l'enfant, les pour mineurs, si vous voyez comment est-ce que l'enfant, si vous revenez, vous allez vous demander pourquoi même ne pas laisser ces enfants dans la rue et les laisser là-bas. Non, mais aujourd'hui, il faut dire quand même que les brigades pour mineurs n'existent plus vraiment en tant que telles. Aujourd'hui, on a le CAT, le centre d'accueil pour l'emploi de Kakaveli, voilà, qui fait un excellent travail déjà au passage en ce qui concerne la prise en charge des jeunes, des enfants en conflit avec la loi et tout ça. Je trouve qu'ils font un excellent travail. C'est à féliciter. Mais bon, oui, en fait, je ne suis pas en train de peindre en noir les efforts qui sont déjà faits. Non. Mais juste pour dire qu'il y a encore à faire en fait. Oui. Il y a énormément à faire. Ce qu'on a fait, c'est déjà bon, mais il y a énormément à faire. D'autant plus que la demande est grande. Avant qu'on augmente aussi nos capacités. Il ne faut pas qu'on s'enferme sur le peu qu'on a et qu'on se lève. Donc voilà, tout le monde dispose de contexte, mais la question est, est-ce que c'est concrètement appliqué? Est-ce que c'est là le bas blesse, comme on dit, hein. D'accord, merci. Vous voulez rebondir sur la question? Oui, je voudrais, vous avez abordé, lorsque vous avez abordé la question des causes de cette situation des enfants en situation de la rue. Il est vrai que les causes sont multiples, variées, diverses. Mais moi, je voudrais peut-être attirer, faire un peu de sociologie, si vous me permettez. Parce que il faut dire que nos sociétés sont en une phase de déstructuration. Alors, les sociologues nous diront qu'une société passe d'une phase de déstructuration à une phase de restructuration. Donc, et moi, à mon avis, ce n'est pas seulement au Togo, c'est un peu partout, avec ce qu'on appelle on a appelé la modernité. Auparavant, si vous voyez, il y avait un esprit de solidarité. Tout le monde était parent aux enfants. Et que lorsqu'on retrouvait un enfant dans la rue, la première des choses à faire, c'était de demander à l'enfant pourquoi il est dans cette situation. Et cette personne même pouvait prendre même en charge l'enfant ou l'amener chez le chef de quartier ou autre. Mais de nos jours, c'est des gens qui passent devant ces enfants sans se soucier. Vous allez à la maison, papa est sorti, maman est sortie, il n'y a personne à la maison. Et autre chose que je voudrais préciser, c'est que ce serait bien
qu'on fasse une cartographie de ces enfants qui se retrouvent dans la rue. Alors la cartographie nous permettra de voir qu'est-ce qui est véritablement à l'origine, en termes de pourcentage de ces enfants qui sont dans cette situation. Est-ce que c'est parce que les parents ne vivent plus ensemble? Est-ce que c'est parce qu'il y a une pauvreté? Est-ce que c'est parce que c'est des orphelins? Est-ce que ça nous permettra de voir une cartographie et de pouvoir dérouler des programmes qui pourraient certainement nous aider. Alors, je voudrais dire ceci, que la question de la protection de l'enfant répond à une approche systémique et que d'ailleurs l'organisation que je représente, qui est l'IDCR, qui est le Bureau international des droits de l'enfant, qui travaille dans le cadre d'un projet de renforcement intégral des droits de l'enfant qu'on appelle PRIDE. C'est dans ce sens d'ailleurs que je suis venu appuyer la structure partenaire de l'IBCR, qui est la clinique d'expertise juridique et sociale. Alors l'IBCR considère que l'approche protection de l'enfant doit être une approche systémique, c'est-à-dire une approche qui, c'est pas seulement l'État qui doit protéger, mais il y a l'État, il y a la collectivité locale, il y a la société civile, il y a surtout la communauté. Il y a surtout la communauté. Alors là, lors d'un symposium national organisé par la CESUS, qui a regroupé tous les acteurs de la protection de l'enfant et de la justice juvénile au mois de juillet à Bora-Senghor, la collectivité, la préfecture a été représentée et moi j'ai été très surpris d'apprendre qu'au niveau de la collectivité décentralisée, il y a des commissions et qu'il y a des lignes budgétaires qui prennent en compte la protection de l'enfant. Mais malheureusement, la plupart des acteurs étaient étonnés d'apprendre cette nouvelle. Alors que la politique locale également joue un rôle extrêmement important à jouer dans le cadre de la protection de l'enfant. Alors, je répète encore une fois, la protection de l'enfant est l'affaire de tous. Elle est l'affaire de toute personne qui se trouve dans la rue et toute personne adulte, responsable, qui voit un enfant en situation de rue, doit se sentir interpellé par l'esprit de solidarité africaine qu'on a tendance à perdre. C'est pour ça que je parle de défiguration de notre société. Je vous remercie. Africain en tout cas, on célèbre chaque année, chaque 16 juin, la journée internationale de l'enfant africain. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les origines de cette journée et ensuite quel est son apport dans le quotidien de l'enfant africain? Est-ce qu'en célébrant cette journée, l'enfant africain se sent plus valorisé? Est-ce qu'on met en place beaucoup plus de moyens financiers pour le bien-être de l'enfant? Ou alors c'est juste un effet de mode? C'est juste ces atrocités, si je peux les appeler comme ça, qui ont été conçues, qui réclamaient en fait quelque chose qui était de leur droit. Ça, c'était en Afrique du Sud. Ce que vous voyez. Et de ces milliers d'enfants qui ont été, je ne sais pas, est-ce que massacrés, c'est pas trop fort? Et cette journée a été instituée par le 16 pour pouvoir juste se rappeler et essayer d'évaluer un peu la condition de l'enfant. Est-ce que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, la condition de l'enfant, que ce soit en termes de protection, en termes de ses droits, de respect de ses droits, en termes d'autosuffisance alimentaire, de son bien-être, est-ce que ça a évolué? Mais des fois, cette journée, ils le transforment en une journée de fête. Je me dis ça, c'est pas une journée pour fêter, mais une journée qui nous amène à réfléchir, à se demander si véritablement, est-ce que ce qui s'est passé à Soweto, si je ne me trompe pas, est-ce que ça se passe encore actuellement dans certaines de nos villes africaines? Si oui, pourquoi? Comment est-ce qu'il faut le faire pour pouvoir éviter cela? Normalement, ce sont des questions comme ça qui essaient d'alimenter cette journée et qu'on célèbre et qu'on a nommé la journée de l'enfant Internationale de l'enfant africain. C'est vrai. Donc, pour ma foi, ce n'est pas pour mettre en cause de l'argent, ce n'est pas pour peut-être, c'est pas quoi, mais
juste pour se demander, pour évaluer, faire un stop, faire un arrêt et essayer de rejouer le film pour voir si effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des enfants qu'on est encore en train d'appeler enfants d'y sortir comme un truc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de ces enfants qui sont là, qui peut-être à force de demander, je veux 100 francs pour aller manger, on prend une lame, on lui déchire les mains, est-ce que ça ne se passe pas? Si ça se passe, on veut dire qu'on a encore du chemin à faire. Mais au cas où ça ne se passe plus, là, on rentre. Comme il a déjà dit par rapport au contexte, mais aussi par rapport à l'analyse qu'il a faite. Sinon, peut-être apporter quelques éléments de contribution par rapport à la journée du 16 juin. Nous sommes pour faire un peu historique. Le 30 avril 1976, des jeunes d'un lycée ont décidé d'entamer une grève de ne pas aller à l'école suite à un décret de 1974 qui demande à intégrer une des langues poètes qu'on appelle africaine au niveau des établissements scolaires, notamment que ce soit généralisé. Alors les Noirs, les jeunes Noirs avaient refusé, pour eux c'était un affront parce que le poète, il faut le noter que c'est en 1949 qu'ils ont instauré le système de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc pour les jeunes Noirs c'était un affront, même si dans un premier temps ils avaient demandé à ce que l'africaine, pour les cours d'histoire, de géographie et de mathématiques qu'on introduise l'africaine, donc les élèves ont refusé. Alors le mouvement va s'intensifier au mois de mai jusqu'au mois de juin. Et à l'époque aussi, il y avait un mouvement qui luttait pour la promotion du respect des droits des Noirs qu'on appelait le mouvement je pense le mouvement Conscience Noire. Et ce mouvement a soutenu ces jeunes élèves qui, dans la journée du 16 juin 1976 à 8 heures, ont décidé de faire une marche. Ils étaient environ 20 000 élèves à faire la marche. Ils se sont heurtés à une barrière de la police qui, dans un premier temps, a envoyé des chiens pour mordre ces enfants-là. Alors, il s'en est suivi des coups de feu. La police a ouvert le feu sur les jeunes manifestants et le premier jeune qui a été touché était Hercule Pierson, qui a été touché au dos, qui est mort finalement. Et l'image a fait le tour du monde. Et depuis lors, ça a été, disons, un phénomène déclencheur même de l'abolition de l'esclavage qui se fera, plutôt l'abolition de l'apartheid qui se fera 17 ans après ces événements-là. Et les Nations Unies avaient pris une décision pour sanctionner l'Afrique du Sud avec un embargo sur la vente des armes à l'Afrique du Sud. Et aussi l'EIA à l'époque, l'Union africaine qui était l'EIA à l'époque, avait décidé en 1991 à tout faire pour que l'Afrique du Sud considère la journée du 16 et considère plutôt cette journée du 16 comme étant jour férié en Afrique du Sud. Et ça a été fait en 1994. Depuis 1994, la journée du 16 juin est considérée comme une journée jour férié. Et c'est cette journée-là qu'on commémore, n'est-ce pas, chaque année pour se rappeler de la situation de ces enfants dans le contexte de l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, ça a été vraiment un événement marquant et c'est pour cela chaque année on commémore cela, mais c'est l'occasion également de revisiter un tout petit peu les droits, l'état des lieux de la protection de l'enfant en Afrique. Il faut dire que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les politiques devraient être véritablement réajustées par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Et aussi, il faudrait que les gouvernants, que les politiques, tant au niveau international, ça est en train de se faire, il faut encore beaucoup plus d'efforts au niveau régional et aussi au niveau national. Il est vrai qu'au niveau de l'Union africaine,
il y a le comité des experts des droits et bien-être de l'enfant qui travaille, mais il serait bien que ce comité puisse être davantage outillé, connu par la population africaine, pour qu'on puisse véritablement vulgariser nos instruments et interpeller l'attention de tous les pays africains, et que ça pourrait éventuellement aider la société civile dans le cadre des plaidoyers pour qu'ils puissent mener des actions, des activités allant dans le sens de la protection de l'enfant africain. Merci. Alors, vous parliez tantôt de l'approche systémique que l'IBCR utilise pour contribuer à la protection des droits de l'enfant. Je voudrais un peu savoir quel peut être le rôle des différents organismes de défense et de protection de l'enfant, tels que l'UNICEF, l'État ou les OSC. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour réduire un peu, pour essayer d'endiguer un peu le phénomène des enfants en situation de rue? Monsieur Couteau, vous qui êtes un acteur de tous les jours. Merci beaucoup. Voilà, docteur Massi a dit que la question de la protection de l'enfant n'est pas seulement que tu sors de la scène. C'est la tâche à toutes les composantes de la société. Donc, et même les organisations internationales ou nationales que vous visitez font partie de la société. Et donc, moi je pense à mon humble avis que ces organisations, les ONG, les ONU, ils doivent d'abord essayer de réévaluer les textes qui sont faire un état des lieux et de voir est-ce que véritablement les États partis mettent en œuvre réellement ces textes. Comment ils le feront? Le Togo passe à l'EPU et le président il participe à l'examen périodique universel et on essaie de faire l'état des lieux des choses qu'on a eu à faire et puis on fait des recommandations et on accepte certaines recommandations, on refuse certaines recommandations. Il est temps à ce qu'au niveau de l'enfant qu'on ait également spécialement cet examen-là et que les États passent périodiquement pour prouver véritablement que oui, nous mettons en œuvre les textes que nous avons pris, nous sommes en train de travailler pour une protection holistique de l'enfant. C'est vrai, les collectivités qui ont participé au symposium, il y a d'autres qui ont dit qu'elles ont des lignes budgétaires. Oui, c'est vrai, mais quand on prend peut-être 10 ou 11 ou 15 ou 20, peut-être que c'est 5% qui vont en avoir. Parce que je me rappelle, nous avons eu à travailler avec des collectivités qui, d'abord, même quand vous prenez leur plan d'action, il n'y a rien qui parle de l'enfant. Il n'y a rien qui parle du droit de l'enfant. Il n'y a rien qui est lié à l'enfant. Donc, vous voyez, déjà, s'il y a de ces genres d'acteurs qui, normalement, doivent être au chevet des enfants, ils ne considèrent pas la protection de l'enfant comme un travail, comme quelque chose qu'il faut faire au jour le jour, vous voyez qu'il y a problème. Donc, tous les acteurs ont leur responsabilité, ont leur part à jouer. Et maintenant, les acteurs de la société civile, les associations et autres. Pour les associations, moi je ne les culpabilise pas. Parce qu'il va falloir qu'ils aient des moyens d'abord avant de pouvoir fonctionner. Maintenant, s'ils n'ont pas des moyens, je pense que le peu qu'ils peuvent faire, ils essaient de le faire. Mais il faut qu'on redouble encore de choses. Parce que quand on regarde, quand on jette un regard en arrière, la question qu'il faut se poser est de savoir, est-ce que les enfants actuellement ne subissent pas des choses pires que ce qui s'est passé à Soweto? Je dis oui. Il y a des enfants qui subissent des choses pires que ça. Des atrocités. Et des fois, quand vous voyez quelqu'un en train de maltraiter un enfant, tu te demandes si vraiment lui aussi il est un être humain. Donc, juste pour dire que toutes ces organisations ont vraiment un rôle très important à jouer. Que ce soit en amont, pour faire la supervision, pour faire le suivi. Et encore l'accompagnement. C'est important. Il faut suivre, mais il faut également accompagner. Parce que si vous suivez et vous remarquez que non, il y a certains textes qui ne sont pas mis en œuvre, il y a des choses qui ne sont pas faites, quel accompagnement vous offrez? Parce qu'il faut accompagner.
que ce soit en termes de renforcement de capacité, que ce soit en termes financiers, c'est important. Donc, tous les acteurs ont une part de responsabilité dans la question de la protection de l'enfant, que ce soit en Afrique ou en Europe. D'accord, donc vous parlez tantôt de doubler les efforts en ce qui concerne la protection des droits de l'enfant. Il faut que l'on redouble les efforts, que ce soit les États ou les OSC ou alors les communautés locales, les collectivités locales, pardon. Je voudrais vous demander en termes de perspective, vous, pour une meilleure protection de l'enfant africain sur le continent, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Oui, qu'est-ce que nous proposons concrètement? Déjà, la CGI a déjà pris le pas et je félicite d'ailleurs déjà à travers le symposium qui s'est déroulé la dernière fois et le cadre qui a été mis en place. C'est important. Pour la protection de l'enfant, la seule chose à faire, c'est d'évoluer en collaboration. C'est d'évoluer en réseau syndical, c'est de chercher à mettre en œuvre des actions collégiales. Vous voyez, quand on revient sur notre dossier, il y a plusieurs structures qui font de la protection de l'enfant. Mais je veux assurer qu'elles ne se connaissent même pas. Et c'est dangereux. Parce que s'il n'y a pas de la fédération dans ce que nous faisons, on risque d'abord de répéter les mêmes actions. Ce que le docteur fait, c'est ce que je fais, c'est ce que vous faites. Et on est sur place, on tourne la ronde. Maintenant, si on fédère nos efforts, je pense qu'on pourra apprendre les uns des autres et qu'on pourra créer d'autres initiatives permettant de mieux prendre en charge l'enfant togolais ou l'enfant africain. Merci M. Koudjo pour les différentes perspectives que vous avez pour la meilleure protection des droits de l'enfant en Afrique. Docteur? Oui, je répète encore une fois, c'est lorsqu'il va autoriser la parole en matière de protection de l'enfant. Je ne sais pas si une petite contribution, il l'a dit, il faut une synergie d'action entre les différents acteurs, mais surtout aussi qu'on puisse penser plutôt à faire des études, à faire des cartographies. Parce que c'est les cartographies qui nous permettent de mieux comprendre. Il faut qu'on ait une collecte des données. À partir de ces données-là, on pourra déterminer les priorités. Il est vrai que dans beaucoup d'organisations au niveau international, ont des programmes, mais les priorités diffèrent en fonction des données. Alors parfois, si il n'y a pas de collecte de données, s'il n'y a pas de recherche, s'il n'y a pas d'études, il serait extrêmement difficile. On sait, on voit qu'il y a des problèmes, mais il n'y a pas d'études, il n'y a pas quelque chose de palpable. Les perspectives, la justice est déjà s'inscrit dans ce cadre, ce serait de faire des études, parce qu'il y a des organisations qui s'intéressent davantage à la protection de l'enfant. Je veux noter le cas de l'IBCR qui développe déjà le projet Pride, et on va encore au-delà parce qu'il y a d'autres compétences que l'IBCR va offrir à ses partenaires au Togo pour davantage travailler dans la protection de l'enfant en général, particulièrement des enfants en conflit ou, si vous voulez, des enfants qui se retrouvent dans le système pénal. D'accord, merci. Merci docteur pour ces différents éléments de réponse. Alors, ma dernière question, ce sera vos mots de fin. Est-ce que vous pouvez dire, alors on est déjà à la fin de cette émission, est-ce que vous avez des choses à dire, des sollicitations, je ne sais pas. Merci beaucoup pour le mot de fin. D'abord, je vous remercie juste pour le travail que vous avez réussi. C'est énorme. Il faut être dans le domaine pour savoir d'énergie, le type d'énergie qui a été dépensé afin d'arriver à obtenir des résultats. Ma pensée également va vers les partenaires. La question de la protection de l'enfant est tellement complexe. Et donc, les organisations nationales ont vraiment besoin, pour les acteurs de la protection de l'enfant sur le plan national, parce que nous sommes ont vraiment besoin de l'accompagnement. Quand on parle de l'accompagnement, c'est sur toute la ligne. C'est sur toute la ligne. Donc, il faut au secours de ces acteurs afin qu'on puisse notamment œuvrer pour qu'on ait un avenir meilleur des enfants. Et je demande à chacun de garder en tête cette pensée qui dit écoute le cri de l'enfant qui pleure, et qui a son
Écoute le cri de l'enfant qui pleure et vient à son secours. C'est donc les mots de fin de M. Koudjo, directeur exécutif de l'association ACDF, Association collective pour le développement intégral de l'enfant et de la jeune fille. Docteur, vos mots de fin? Oui, je voudrais tout simplement lancer un appel, inviter tous les acteurs, toute la communauté, la jeunesse, les femmes et tout le monde à travailler dans le sens de la protection de l'enfant. Il faut savoir que l'enfant est le père de l'homme, il est l'avenir. Et si les enfants sont bien protégés, si les enfants, leurs droits sont respectés, je pense qu'on aura des adultes prêts vraiment à relever les défis du développement en Afrique. Je vous remercie. Merci docteur. Alors c'était un mot de fin du docteur Ousmane Diarra, juriste consultant et opérant volontaire du Bureau international des droits de l'enfant, l'IBCR. Merci docteur. Je vous remercie donc d'avoir accepté d'être invité à ce plateau et d'avoir donné vos différents points de vue sur la problématique des enfants en situation de rue en Afrique. Alors, mesdames, messieurs, chers internautes, je vous invite à suivre la chronique Mes droits en 3 minutes qui abordera un point essentiel sur la protection des enfants en situation de rue au Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre chronique Mes droits en 3 minutes. Le thème du jour, c'est la protection de l'enfant en situation difficile ou en danger. Un enfant, quel qu'il soit, où qu'il soit, bénéficie d'une protection particulière en raison de sa nature d'enfant. Il existe un cadre juridique international et national pour apporter une protection efficace aux enfants afin d'éviter qu'ils soient victimes de divers types d'abus. Toutefois, il arrive que certains enfants se retrouvent dans des situations dites difficiles ou en danger. En son article 276, le Code de l'enfant togolais énumère des situations dans lesquelles l'enfant peut être considéré en situation difficile ou en situation de danger. En effet, lorsqu'un enfant est sans soutien familial, exposé à la mendicité, aux abus sexuels, aux conflits, aux pratiques ayant un effet néfaste sur sa santé ou sa vie, le législateur estime que cet enfant est en situation difficile ou de danger. Pour mieux protéger cet enfant, le Code de l'enfant togolais prévoit une protection particulière. À cet effet, selon l'article 285 du Code, le juge des enfants peut être saisi d'une part par des institutions ou d'autre part par des individus. Il faut par ailleurs noter que face au cas des enfants en situation difficile ou en danger, le juge peut se saisir d'office du cas. Dans le cadre de ses fonctions, il reçoit des informations et les rapports des enquêtes émanant des services de police et des services sociaux, comme l'indique l'article 286. Le juge des enfants peut autoriser une mesure provisoire s'il est avéré que l'intérêt de l'enfant est menacé, comme l'indique l'article 287. Il peut aussi ordonner un examen médical ou psychoclinique pour déterminer les besoins de l'enfant, comme l'indique l'article 289. Outre ces mesures et conformément à l'article 290, le juge peut prendre la décision provisoire d'éloigner l'enfant de sa famille et de le soumettre au régime de tutelle, tout en obligeant les parents de l'enfant à participer aux dépenses de l'enfant. Il faut noter également que selon l'article 293, les décisions du juge des enfants sont susceptibles de recours et le droit d'appel et d'opposition appartient à l'enfant qui peut l'exercer lui-même ou le déléguer. Il faut relever que l'appel doit se faire dans les 15 jours qui suivent le prononcé des mesures. Pour conclure, il est important de souligner ici qu'en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, le juge peut reviser les mesures et les dispositions qu'il a prises à l'encontre de l'enfant, comme l'indique l'article 296. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ici que se termine la chronique Mes droits en 3 minutes. Mesdames et messieurs, chers internautes, je vous remercie donc d'avoir suivi ce nouveau numéro de YouStalk sur la protection des enfants en situation de rue au Togo. Je vous retrouve une prochaine fois pour un autre numéro et pour un nouveau thème.